C'est un documentaire sur des oubliés de l'histoire que vous pourrez découvrir sur TBO ce jeudi soir. Un film passionnant qui retrace les 5 années durant lesquelles les Allemands ou encore des Polonais qui vivaient en France ont été enfermés dans des camps. Leur seul crime, être de nationalité des ennemis. Dès 1914, ils sont parqués dans différents sites éloignés des zones de combat. Parmi les 10 sites bretons, celui de l'île Longue qui abrita plus de 4000 hommes. Didier Cadiou, vous êtes historien. Monique Drévillon, vous êtes donc membre de l'association Île Longue 14-18 qui œuvre pour faire connaître ces oubliés de l'histoire. Didier Cadiou, qui étaient ces internés exactement? Mais d'où venaient-ils? Ils ne venaient pas que de Bretagne. Ah, ils viennent de toute la France, et effectivement, notamment de la région parisienne, de la région lyonnaise. En fait, on a là des ouvriers, des employés, des industriels, des estivants, des artistes, des étudiants qui vivent en France, qui sont venus là depuis plusieurs années, qui sont souvent francophiles. Et au moment de la déclaration de guerre, ils ont 24 heures pour quitter le territoire, ce qui est quasiment impossible. Passé ce délai, on va les regrouper dans des centres de refuge et à partir du 1er septembre, on va les diriger vers des camps qu'on appelait à l'époque des camps de concentration, on dirait plutôt aujourd'hui des camps d'internement, et on va les enfermer pendant plusieurs années. Alors, vous avez plusieurs catégories sociales, plusieurs âges, c'est un peu difficile à déterminer, c'était un peu de tout, mais des femmes et des enfants aussi? Il y a des femmes, des enfants, des vieillards, des notables, c'est une micro-société finalement. Toute une société, quoi. Alors les femmes, au moins en Bretagne, enfin dans le Finistère, ne sont pas très nombreuses. Hein, je crois qu'il y en a à peu près 25, mais il y a aussi quelques enfants. Et on va les classer par catégorie. Hein, donc on va mettre d'un côté les hommes mobilisables, c'est-à-dire des hommes qui sont susceptibles de rejoindre les armées ennemies. On va mettre aussi à part les notables, qu'on va considérer un peu comme des otages. Parmi les plus connus qui ont été internés au camp de Lanvéoc, notamment du fort de Lanvéoc, on trouve le comte Félix de Luckner, on trouve Hermann Mumm, hein, les fameux champagnes de Reims, qui vont être enfermés là. Et puis il y a aussi des gens qui sont suspects, des gens qui sont susceptibles d'espionnage ou de créer un attentat. Et puis il y a ces femmes, effectivement, ces enfants. On va regarder, Didier, tout de suite un petit extrait du documentaire Les internés civils de la Grande Guerre, donc à découvrir sur TBO ce jeudi à 20h45. Regardez. Parmi tous les camps d'internement de la Première Guerre, celui de l'île Longue est le seul à avoir été construit entièrement à partir de rien, par ceux-là même qui y seront ensuite détenus. Il est immense, conçu pour recevoir environ 5000 prisonniers, mais aujourd'hui, 100 ans plus tard, il n'en reste plus aucun vestige. Pour avoir une image du plus grand camp d'internés civils de la Première Guerre, il faut donc recourir aux techniques les plus modernes. Cette image est vraiment saisissante de réalisme. On voit l'animation des drapeaux là, qui donnent le vent. Mais les chemins de terre, la mer, et puis les contours de la rade de Brest, les couleurs des baraques, je trouve, sont très réalistes aussi. Ouais. On est donc à l'entrée, on a conçu l'ensemble des bâtiments, en fait, hein, d'une manière, je dirais, individualisée. Et ensuite, donc, en partant des documents d'époque, Yann a implanté, en fait, les bâtiments, les différents bâtiments, sur un environnement, et dans un environnement purement numérique. Beaucoup de camps de prisonniers étaient des couvents ou des usines désaffectées. On logeait les prisonniers dans des conditions de promiscuité et d'hygiène qui étaient catastrophiques. Ça, c'était vraiment, même s'ils étaient prisonniers et privés de leur liberté, enfin, c'était des conditions matérielles quand même sûrement au maximum de ce qui se faisait à l'époque. Alors on entend des conditions matérielles au maximum de ce qui se faisait à l'époque, mais comment s'est organisée la vie dans ce camp ? Pendant 5 ans quand même, il s'est passé des choses, il y a eu des cours, certains transmettaient leur savoir, prenaient des cours. Tout à fait, alors il faut imaginer qu'effectivement le camp de l'île Longue c'est le plus grand camp
en France, et c'est un camp qui a été construit spécialement pour ça. Ailleurs, effectivement, on était dans des vieilles fortifications, des casernements. Ici, à Lillongue, on a organisé donc un espace de vie, mais aussi des espaces pour une vie collective. Alors pourquoi on a pu le faire? C'est notamment parce que, effectivement, au départ, il a été prévu pour 5000 prisonniers. Il n'y en a jamais eu plus de 2000, donc ça a laissé de l'espace disponible. Et dans les bâtiments qui étaient disponibles, on a pu organiser des salles de théâtre, des salles de cours. Il y avait un grand terrain de sport. Il y avait des équipes sportives qui se sont développées. Tout à fait. Il y a eu une organisation de Jeux Olympiques à Lillongue. Il y avait 4 clubs de football à Lillongue. Donc il y avait des tournois qui étaient organisés. Un journal pour parler de la vie. Ils avaient créé un journal. Il y a eu effectivement plusieurs journaux, dont un qui est plus connu que les autres, qui a eu 2 séries, un dit Insolvor, et qui apporte aujourd'hui beaucoup de choses sur l'histoire de ce camp. Alors c'est un journal rédigé en langue allemande, mais on a dans l'association des Allemands avec nous qui nous l'ont traduit et on apprend énormément de choses. Alors justement, toutes ces informations, ces journaux, tout ça, Monique, vous avec donc l'association Lillongue 14-18, ça vous sert de base. Et vous avez épluché des milliers de fiches individuelles puisque chaque prisonnier avait une fiche et vous avez ensuite tenté de retrouver les familles. Expliquez-nous. Bien, l'association a d'abord fait des recherches dans les archives départementales, municipales, françaises, allemandes, même aux États-Unis. Oui. Ah oui, c'était un très long travail, mais passionnant. Ouais. Et on a découvert des fiches individuelles, par exemple, de prisonniers. Ça nous a permis d'établir une liste qui se monte actuellement à près de 5000 prisonniers. Et on a ensuite fait un site internet. Cette liste est sur le site et permet aux familles d'aller voir et de trouver le nom de leur prisonnier. Alors, dans le film, on suit ces prisonniers justement grâce à leurs journaux intimes, parce que beaucoup ont écrit en fait toutes ces années, traduits d'allemand par un membre de l'association, vous l'expliquiez Didier. Quelles sont les réactions des familles qui retrouvent est-ce que vous avez des remerciements? J'imagine que pour certains, ça doit être très fort de retrouver une partie de la vie de leurs ancêtres. Oui, c'est beaucoup d'émotions. Ils sont très heureux aussi de pouvoir de remettre en pleine lumière ces gens qui étaient enfermés derrière des barbelés, privés de liberté pendant 5 ans pour beaucoup. Et quand certaines familles sont revenues sur Lillongue la première fois, c'était il y a 2 ans. C'était très émouvant de les voir, par exemple, prendre un petit morceau de terre, un petit caillou, et de l'emmener. C'était des familles qui avaient entendu parler ou pas de Lillongue et qui étaient très très émues. Et nous aussi. Bien sûr, mais ça devait être des rencontres très fortes. Voilà. Pourquoi cet épisode est resté quasiment oublié jusque dans les années 90 Je ne sais pas lequel de vous deux ferait. Je pense que déjà parce qu'il y a une seconde guerre qui est passée sur la première et qui a effacé en fait les traces de la première. Et notamment dans cette seconde guerre, il y a eu aussi des camps, mais bien pires que ceux de la Première Guerre mondiale. Et puis, il faut imaginer aussi que les prisonniers étaient dans des lieux fermés au public, ils étaient dans les vieilles fortifications, donc ce n'était pas forcément très connu du grand public. Et dans le cas particulier de Lillongue, aujourd'hui, Lillongue a une autre histoire qui a effacé totalement les traces de la précédente histoire. Alors vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, vous avez retracé aussi le parcours de certains après leur sortie du camp en 1919. Il a fermé fin 1919. Certains ont eu des rôles un peu particuliers et très différents durant la Seconde Guerre mondiale, Monique. Oui, par exemple, le prisonnier Fritz Sockel était un matelot qui a été pris sur un bateau, un voilier allemand. Et donc il est resté au camp pendant toute la durée du camp. Il en a profité pour faire des études. Et ensuite, quand il est sorti, il a eu un rôle important en politique et notamment plus tard dans le parti nazi. Et il était le recruteur le chef des recruteurs de la main-d'œuvre prisonnière. Donc on retrouve des destins très différents à la sortie de ce camp, alors que les gens étaient enfermés en même temps, certains nazis, plus avant dans la Seconde Guerre mondiale, et d'autres
étaient juifs et ont connu malheureusement les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Oui. On va s'arrêter là, mais on vous invite forcément à regarder ce documentaire passionnant ce jeudi soir sur TBO, Les internés civils de la Grande Guerre. Donc jeudi, dès 20h45. Pour toutes les informations sur l'association Il Longue 14-18, rendez-vous sur notre site www.tbo.bz.